Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, l'émission du 4-0, l'émission de la Manita désormais toutes les semaines ou presque. On a le plaisir quand même d'avoir une équipe qui tourne, la petite stat qui ne va peut-être pas échapper, autant de victoires 4-0 cette saison que sur les 5 dernières années. Donc profitons après toutes ces émissions thérapie pour faire un peu une émission pleine de joie. Pour en parler. Et Brice, salut Brice, comment ça va? Bah écoute, ça va. Avanti régalade aujourd'hui. Je vais pas dire Brice pour moi, il y a déjà des ragots sur Bada et moi, alors du coup, si j'en rajoute, voilà. Ah, mais si j'allais dire un homme à femme, pas du tout. Je voudrais dire que je suis une femme. Mais si t'es un homme comme ça. Brice, est-ce que tu veux en parler? Finalement, Avanti-thérapie, c'était peut-être le bon nom d'émission. Ah, mais moi, ça me manque, moi, tu vois. Non, je plaisante. Alors, évidemment, on a pris beaucoup de plaisir devant le match. Et on va en parler parce que c'était vraiment top. Surtout contre Bordeaux, hein. Voilà. Effectivement, ça fait toujours plaisir, hein, même si oui. nos amis lapins, et bon, pour d'autres clubs, c'est une autre rivalité également. Je te propose justement exceptionnellement de commencer par le match, puisqu'on viendra à notre page Mercato qui, j'imagine, vous intéresse, hein, chers auditeurs, chers auditrices. Ça joue pressing haut direct. Voilà, on attaque direct. On est dans le Fournier Time du Mercato, on enregistre ce numéro le 30 août aux alentours de 17h, et c'est pas impossible qu'une officialisation tombe pendant le numéro, peut-être que d'ici demain matin, si vous l'écoutez, certaines infos seront périmées, mais bon, voilà, hein, c'est... Morgan capitaine. Voilà. Les joies de Ziféry, bien sûr. Capitaine de l'infirmerie pour l'instant surtout. Mais voilà, on reviendra sur les dernières officialisations, les dernières rumeurs du Fournier Time, et on accueillera un ami montpelliérain du coup pour parler de l'arrivée d'Andy Delors. Mais commençons par ce match. Tu l'as dit, Avanti régalade, 4-0, encore une fois. Peut-être encore plus facile que contre Lille, même si le match a mis plus de temps à se décider que contre Lille, hein, parce que forcément on n'est pas plié au bout de 10 minutes, on peut pas être parfait à chaque fois non plus, mais vraiment... On laisser du suspense, tu laisses un peu de chance à ta proie, quoi. C'est ça, tu joues un peu, c'est ce genre les chats qui jouent comme avec les la chats, souris à moitié morte, genre t'as cru que t'allais survivre, hein, tu sais. Voilà, horrible, ça, anti-métaphore là par contre c'est pas terrible, quoi. Enfin comparaison. Oui, donc voilà, un match... Globalement, on peut pas dire qu'il y a eu une quelconque adversité. C'est peut-être un peu condescendant et médisant pour les Girondins de Bordeaux, mais non, mais est-ce qu'on s'est senti menacé à un moment donné? La première mi-temps, tu leur roules dessus, la deuxième, tu ronronnes. Encore une métaphore féline. Mais voilà, en fait, au final, tu n'as jamais été inquiété dans ce match. Non, parce que Bordeaux est une équipe qui ronronne, qui est pas agressive, qui n'est pas décisive non plus. Il leur manque toujours ce petit truc dans les derniers mètres, on va dire. Et c'est une équipe qui a bien cassé les lignes pendant un moment, parce que Rosario montait à mon goût un peu trop haut, et donc Limina se trouvait seul. Donc c'était un peu plus facile. Reprendre par Galtier d'ailleurs, hein, quand il monte. Oui, repris par Galtier. Même à la 90e minute avec 4-0, c'était pourrir la gueule, quoi. Pendant un moment, j'ai cru que c'était l'avant-centre Rosario. Tu le voyais monter, t'es là, tu dis ah oui quand même. C'est Laurent Blanc contre le Paraguay, pareil. C'est le mec qui monte. Ok. Non, mais voilà, mis à part ça, voilà, ça ronronnait du côté de Bordeaux, c'était pas méchant. Et tant mieux pour Nice. Nice a... Pendant les 20 premières minutes, on va dire, Gouiri, putain, tu sentais qu'il voulait marquer son but. Tu sentais qu'il voulait faire mal à la défense de Bordeaux. Et je pense que les buts auraient pu arriver bien plus tôt que ça. Mais le résultat, pour l'instant, est là. Après, c'est un jeune joueur qui veut montrer que il est là. C'est le numéro 9. Il y a une concurrence, on va dire. T'as le droit de rater quelques occasions, parce que sinon, ça veut dire qu'il marque 40 buts dans la saison. Et il y a un problème s'il est là, tu vois. Enfin, non, mais j'espère qu'il le fera, cela dit. Mais c'est même pas qu'il rate des occasions, c'est qu'il passe pas, il donne pas forcément l'occasion. Tu vois pendant un moment, il faisait toujours le geste ou le dribble de trop, et c'était un peu dommage en fait, parce qu'il aurait pu amener des actions. Il a oublié une ou deux fois le pauvre Dan Ndoye qui, je pense, est content de partir, parce que là, t'as l'impression. Moi, il y a des moments dans le match, j'ai l'impression de voir Gourcuff dans l'équipe de France génération Ribéry, genre non, lui on joue pas avec lui au ballon. non, viens Justin, on joue tous les deux, mais non, l'autre. Tiens, Justin, pas mal, je trouve. Alors parlons-en, parce que on va dérouler. Bon, t'as un peu parlé de Gouiri, mais je pense qu'il y a un peu plus à dire que ce qu'on a déjà dit sur son match. Parlons les buteurs les uns après les autres. Donc cette ouverture du score de Justin Kluivert, on avait souligné lors de la dernière émission, on sentait, même si c'était encore pas parfait, notamment c'est peut-être celui qui touchait le plus le ballon, donc qui de facto ralentissait un peu le jeu sans forcément que ce soit une critique. Il a amené autre chose, une qualité de passe aussi, voilà. Mais on soulignait quand même qu'il était en progression constante sur les premières rencontres. Là, il a continué sa progression. Il a staté avec un but, une passe décisive en plus. Même dans le jeu, tu as vraiment l'impression qu'il se met un peu au diapason des autres joueurs offensifs.
Ouais, carrément. Je pense qu'il lui faut encore un peu de temps. C'est pas parce qu'il a marqué son but et sa passe D que voilà, il faut que ça s'arrête là et que tous ces doutes vont s'enlever pour lui, parce que quand on a fait le podcast pour Kluivert et tout, c'était un joueur qui était pas forcément comment dire, en pleine confiance. Bien sûr. Voilà, donc là, ses premiers matchs, ben oui, il gardait un peu plus le ballon, se sentir en confiance et tout. Là, il marque ce but-là. Ça a dû enlever une bonne partie de pression. Bon, après, il faudra voir sur les prochains matchs dans 3 semaines, je crois. Donc, il faudra voir, mais je trouve que c'est un bon joueur. Une bonne surprise même. Il se met, comme tu dis, au diapason de l'équipe. Tu le vois sur le mouvement du but comme il fait. Tu sens vraiment qu'il est à l'aise avec les autres joueurs. Ils arrivent bien à se trouver. Donc franchement, c'est que bénéfique pour la suite, vraiment. Ouais, là, on voit que sa saison est enfin lancée. Il y a peut-être aussi un peu ce besoin de déclic, et de la même façon que tu le disais pour Guiri, besoin de marquer un peu ce premier but ou de faire cette première action véritablement décisive qui va te permettre après de t'enlever cette pression et peut-être de jouer un peu plus libéré. Voilà, Kluivert, on l'a vu, même après, il est malheureusement sorti assez rapidement. Normalement, rien de grave pour sa blessure. Ça nous a permis de voir Calvin Stengs un peu plus rapidement qu'initialement prévu, mais tu sens que voilà, une fois que ça s'était passé, il jouait de façon quand même un peu plus libérée, et on a hâte de voir la suite de sa saison, du coup. J'ai mentionné Calvin Stengs. Un peu plus difficile peut-être de dire quelque chose sur lui. Il a fait ses petites 60 minutes sur la pelouse, même pas d'ailleurs, je crois, un peu moins que parce que avant la fin du match. Voilà, parce qu'il devait rentrer. C'est ça, je pense que c'était prévu, mais blessure, donc tu le fais quand même rentrer. Et puis est-ce qu'il avait aussi des capacités physiques pour faire les 90 minutes, enfin pour finir le match et tout. Donc j'ai pas trouvé ça choquant qu'il sorte comme ça. Au contraire, il faut le préserver. Le championnat est encore lent, il est relevé en plus cette année. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé sur les premiers, un premier avis sur les premières minutes, hein, bien sûr, ça a le temps d'évoluer. On espère en voir beaucoup plus très bientôt. Tu sens que c'est un très bon joueur balle au pied. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui, comme certains d'autres joueurs, je ne dirais pas les noms, mais qui nous faisait peur sur ces côtés-là. Mais non, il jouait pas sur le côté Schneiderlin, tu vois. Voilà. Mauvaise langue. Mais tu sens que lui aussi, il est en recherche de confiance, d'avoir de bonnes impressions avec le ballon, tout ça. Donc c'est un peu difficile à juger, mais et puis surtout qu'il a été un peu à l'écart de l'équipe. Donc l'équipe s'est formée, lui il va devoir rattraper le retard. Alors il y a la trêve, donc tant mieux pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'internationaux en plus de mémoire, je crois, du côté de Nice. Donc le groupe sera presque au complet. Donc non, tant mieux. Et beaucoup d'internationaux espoirs, hein, surtout en fait. C'est ça qui va vider un peu le vestiaire, notamment Amine Gouiri et Kefren Thuram. Et d'ailleurs, apparemment, Le Gret ne les connaît pas. Voilà, ça a été la déclaration de Le Gret. Aucun joueur qui joue ni en Ligue 1 ni ailleurs. Moi, je crois, sans faire mon hipster foot, parce que je pense que en dehors de l'OGC Nice, j'ai des grosses lacunes. Je crois qu'à part le troisième gardien. Même sur l'OGC Nice, soyons francs. Oui, c'est vrai. J'ai aussi d'énormes lacunes sur l'OGC Nice. Non, mais c'est vrai. Il faut. Mais j'ai une soif d'apprendre et de progresser. C'est l'essentiel. C'est ça. Mais voilà, sur cette liste de 23, en fait, tu regardes, à part le troisième gardien qui joue même dans un club dont tu as relativement peu entendu parler. Tous, t'as déjà vu passer leurs noms, tu sais qu'ils sont apparus en Ligue 1, donc sans pouvoir faire une fiche FM de chaque joueur non plus. T'arrives quand même à savoir, il joue là, il joue à tel poste. Je me souviens, il a fait son apparition, on en parlait au mercato dans tel club. Bon, bref, c'est petit aparté sur le président de la Fédé qui a également donné son avis sur la reprise de Nice-Marseille. Bon, malheureusement, il n'a aucun pouvoir sur la question, mais bon, voilà. Les avis, c'est comme une partie du corps, tout le monde en a une. Ouais, voilà. Mais on n'est pas obligé de le montrer à tout le monde aussi, également. Exactement. Voilà, c'est là où tu te dis que finalement, la retraite assez tôt, c'est pas plus mal, finalement. Voilà, faut que le papy parte là. Ouais, il serait temps. Pour en revenir à l'OGC Nice, du coup, voilà, plutôt. Alors, forcément, après un match 4-0, on a tendance un peu à voir avec des yeux pleins d'amour tous les joueurs. Donc, je vais tenter ma chance là, en pas du tout direct avec vous, chers auditeurs. Mais moi, je trouve, Brice, que Melvin Barr a fait encore une très bonne performance. Qu'en as-tu pensé? Écoute, j'étais avec Roberto Carlos, parce que je me fais clasher là sur Twitter en disant je te jure avec ce Roberto Carlos roux et tout, et on n'a jamais dit que c'était Roberto Carlos. Je te promets, j'étais avec mon voisin brésilien
Et le mec, il m'a dit, je revois Roberto Carlos très jeune, sans déconner. quand il était encore dans la rue. Non, Mais d'où vient ce tel mépris, quoi? Je pose une question. non, je sais pas. Qu'as-tu pensé du match de Non, Melvin parce que Barr? la dernière fois, vous Tu m'avez me fait rire méprises avec Melvin complètement, Barr. quoi. Vous en avez parlé, je te jure, c'était mignon à écouter. Vous en avez parlé, genre, c'était la révélation. C'était Roberto Carlos, tu vois. C'est pour ça. Non, non, non. Plus sérieusement, il est bon, c'est une bonne surprise, parce que quand Quand notre Sofiane invité, nous en avait parlé, il nous disait voilà, voilà, il est pas mauvais, mais il est moyen bon partout, il est moyen il fera le bon taf, et partout. puis voilà. Voilà. Il s'avère qu'il fait un peu plus que le taf pour le moment. Donc c'est Et une qui met bonne Camara sur surprise. le banc, parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses que Hassan Camara, là, il peut revenir à court terme dans le 11? Ah mais déjà, je l'espère. Parce qu'une concurrence, forcément, il faut que derrière lui, il pousse aussi. Donc j'espère, ça voudrait dire qu'il pousse et qu'il veut reprendre sa place. Et c'est bien d'avoir ce côté un peu relais, tu vois, un coup toi, un coup moi, parce que je pousse, tu pousses au cul, etc. Et ça t'amène à avoir de bonnes performances. Donc ça, je l'espère, en tout cas. Et puis, à Sanka, sur certains matchs ou certaines équipes, je pense qu'il sera titulaire parce que Melvin Barr, va falloir qu'il. Enfin, je te dis ça. Bon, bref, j'ai pas trop de muscles, mais va falloir qu'il prenne du galbe, le mec, hein, parce que Oui, après, là, c'est un c'était jeune joueur Bordeaux. qui était davantage habitué à la Voilà, réserve. On sait qu'ils ont tous dû prendre leurs 5 ou 10 kilos de muscles en arrivant. Et puis, voilà. je voulais prendre après, je voulais qu'on parle quelques instants d'Hicham Boudaoui. Mais lui, voilà, sans venir d'une réserve, qui vient d'un championnat mineur, moi, je trouve que la transformation physique d'Hicham Boudaoui, enfin, il est certes pas, c'est pas un Golgoth, mais il est fin et Affûté. musculeux, quoi. Enfin, ouais, Ouais. il est fit, le type, hein. C'est quand même. C'est ça, c'est ça. Donc il va falloir qu'il reprenne un peu et c'est surtout, enfin moi il y a 2-3 actions où j'ai regardé, je me dis mais putain t'as de la chance que c'est Bordeaux. À un moment donné, il est à 1 mètre d'un joueur bordelais sur le côté gauche. Il le regarde, le joueur bordelais a le temps de se mettre bien sur ses appuis, fléchir et faire une passe, une déviation de la tête. Tu vois, qui va dans le centre de la défense. Le mec est à 1 mètre de lui. Enfin, normalement, ça doit pas se passer comme ça, tu vois. C'est pas genre, il est à la bourre, il est en retard. Non, non, il est vraiment à C'est un côté geste de lui. Donc, désespéré, mais oui, non, bien sûr. voilà, tu vois. Et c'est le genre d'erreur, tu vois, qui, demain, tu vas tomber comme, je sais pas, une équipe comme, je sais Ouais, pas c'est qui plutôt joue le top vraiment 5 contre. de Ligue 1, même, qui est Voilà. plus techniquement plus vivace ou plus à l'aise, c'est bien Exactement. sûr. Tu prends par exemple Rennes avec des mecs comme Jonathan David ou alors pas Jonathan Doku, David, oui. Doku, pardon. Excusez-moi. Et par exemple, tu peux prendre aussi Paris, hein, voilà. Tu prends Paris ou quoi. Enfin, le mec, il va se faire bouffer, en C'est vrai fait. qu'on disait quoi, les latéraux, c'est peut-être le poste où numériquement on est renforcé, mais sur lequel on a encore un peu des doutes au niveau footballistique pour passer un cap. Alors à gauche, on a la chance d'avoir 2 joueurs en apparence assez solides qui peut-être ne seront pas de top niveau européen, mais qui vont apporter des Qui font le prestations taf. voilà, du 6 sur 10, 35 matchs sur 38 dans la saison, qui font le taf. À droite, c'est un peu plus compliqué. On sait que voilà, Youssef Attal est encore blessé de longue durée. Jordan Lotomba fait ce qu'il peut, mais est-ce qu'il va pouvoir faire la saison tout seul? Tu vois, c'est un peu compliqué. Dès qu'il va y Ouais. avoir une suspension, on va être à poil, on va être obligé de remettre Daniluk. Flavius Daniluk, qui s'était certes démerdé, mais enfin selon l'équipe sur laquelle tu tombes et le client en vis-à-vis sur lequel tu tombes, ben tu l'envoies un peu au casse-pipe aussi. Donc Daniluk, bon, voilà. à l'inverse de Barre, Daniluk, lui, par contre, a un physique. Oui. Donc, il peut peut-être un peu plus rentrer dans le mec, même si c'est pas vraiment le jeu demandé, mais il peut se démerder et pallier sur certains trucs, à la limite. Voilà. Est-ce que voilà, il y a également donc ce doublé de Gouiri, comme on l'a dit, Ouais. qui est voilà, qui se chauffe doucement dans sa saison. On l'avait vu, on le disait dans la dernière émission, très à l'aise dans le jeu, porter énormément de ballons face à Marseille, ça venait souvent de lui le début, après des combinaisons et les propositions aux avant-postes, au milieu de terrain, c'était vraiment à son initiative très régulièrement. Là, il se mue en double buteur. Il a vraiment été, il aurait pu en marquer plus avec un peu plus de précision, hein, d'ailleurs. Mais là, on a vraiment revu le Gouiri tueur et décisif de la saison dernière. Il a vraiment bien lancé sa saison. Peut-être un petit manque d'altruisme par moment, comme tu le soulignais, mais à la fois, c'est aussi la marque des numéros 9 et des grands buteurs. Il faut un peu cet égoïsme, tant que c'est pas poussé à l'extrême, pour aller, voilà, cette confiance en soi, pour aller chercher l'occasion de but et être décisif. C'est ça, et puis surtout face à une équipe où tu sais que tu peux mettre facilement le pied sur le ballon et faire ton jeu.
Tu regardes vraiment le premier but, je sais pas contre quelle autre équipe tu peux faire ça réellement, tu vois. Quand il fait la déviation, qu'il court la moitié du terrain, il est presque seul, on va dire, et tout, tu vois. Donc, tu peux te permettre ce genre de enfin, j'allais dire de comportement, d'attitude ou de jeu face à certaines équipes, mais pas à d'autres. Ouais. Ça, c'est clair. Effectivement, bon après ça a payé au niveau but et au niveau score, donc voilà, c'est pas... Ouais, ça a payé aussi chez moi, mais bon, ça tu ne veux pas le dire parce que j'ai fait une masterclass. Si, écoute, je l'ai noté et je peux t'envoyer même la capture d'écran en direct. J'ai noté GG Brice dans mon résumé, donc je comptais le dire, mais bon voilà. Vu que ouais, le talent. Ouais, effectivement. Moi, j'avais quand même vu le buteur, Gouiri buteur également, et Nice qui prend pas de but, mais bon, Todibo n'a pas cadré sa tête en fin de match. J'étais un peu déçu. Ça aurait pu passer pour moi aussi. Je crois que c'est aussi la première fois qu'on parie tous sur Nice et que Nice gagne quand même. C'est fou, hein. D'une saison à l'autre. On a brisé le signe indien, ça y est. Même si je pense quand même que je suis toujours un peu un chat noir. Je crois que sur ces 5 dernières années, j'ai raté 3 matchs. C'était le deuxième 4-0 face à Monaco, le 4-0 face à Lille il y a 15 jours et le 4-0 là. Voilà. Payez-moi des week-ends et des vacances par pitié si vous voulez voir Nice champion. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un dernier joueur, un dernier buteur déjà? Il y a Kefren Turam qui marque sur son premier ballon, hein, quand même, c'est assez exceptionnel. Mais de la même façon que tu parlais d'Amine Gouiri qui avait été quand même laissé très très libre et qui avait moyen de monter tranquillement jusqu'au but sur son action. Thuram, il est tout seul sur l'occasion. Ah ouais, il a le mérite d'y croire, d'aller au bout et de faire le bon geste face au gardien, hein. C'est pas facile, c'est pas donné. Mais bon, quelle passivité aussi de la défense bordelaise, quoi. Tu te laisses, du bloc même bordelais, parce qu'il part du milieu de terrain, tu te laisses quand même transpercer alors que... Ouais. Alors, ouais. C'est compliqué, ouais. Je sens que Kefren Turam, ça t'inspire pas plus que ça. On va peut-être attendre de savoir s'il reste aussi, hein, parce qu'il est toujours, mine de rien, j'ai eu un petit bug, désolé. En instance pas de souci, en instance de départ. Voilà, on sait que l'Eintracht Francfort était intéressé, mais n'a pas les sous pour payer. Est-ce que dans les dernières 24 plus quelque chose heures au moment où vous écoutez ce podcast, va voir un départ de Kefren Turam? On n'en sait rien. On aurait plutôt tendance à dire que si ça ne s'est toujours pas fait maintenant, ce serait quand même surprenant. Mais on verra après. Ou alors une offre que tu peux pas refuser, peut-être. Ouais, un craquage, voilà. Ouais, tiens, pas d'Inbaï, façon de parler, tu vois. Paris récupère Kamavinga, 30 millions, Rennes à 30 millions, il lâche 25 sur Thuram. Je crois pas un seul instant en le disant, mais voilà. Sauf offre craquée complet. Effectivement, je ne vois pas trop l'intérêt. On pourrait aussi parler du match de Boudaoui aussi, qui très précieux sur les ailes, qui a même changé de côté à la faveur de la blessure de Justin Kluivert, qui sera, je pense, on s'inquiétait un peu pour son temps de jeu au milieu de terrain, mais en fait, je pense qu'il va jouer partout, le garçon, et que du coup, il peut jouer partout, il peut très bien le faire. Donc, totalement, il peut très bien le faire. Il est affûté, il est super bon. Il sent vraiment le ballon, et tu sens aussi qu'il arrive à bien combiner avec ses camarades autour de lui, avec les joueurs autour de lui. Donc franchement, quand tu le vois jouer comme ça, c'est un plaisir, vraiment. Boudaoui, j'aurais mis une très grosse note pour lui. Bon, sur MPG, ils ont mis que 6, ces enfoirés. Non, mais c'est pas si peu pas qu'ils gagnent, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais non, vraiment très très bon joueur en devenir. Je te propose de passer à notre page Mercato, sauf s'il y a quelque chose à ajouter sur le match de Bordeaux, mais globalement, bonne prestation collective. On aurait pu après s'arrêter individuellement sur davantage de joueurs, mais bon, là, l'actualité, c'est quand même malgré tout aussi ce Mercato qui se termine demain, à l'heure où on enregistre cette émission. On attend les dernières officialisations, au moins du côté des départs. Côté arrivée, je te poserai la question dans quelques instants. Mais pour ce qui est officiel, du coup, il y a forcément Andy Delors qui a été officialisé en marge de ce match face à Bordeaux. On en parlera dans quelques instants avec notre invité supporter de Montpellier, qui, je pense, aura fort à dire là-dessus, parce que les Pailladins l'ont quand même, tu vois, c'est comme dans Kaamelott, c'est on en a gros, quoi. Tu sens que c'est passé difficilement, mais il nous en parlera forcément mieux qu'on peut le faire nous. Les officialisations côté départ, il y en a une, c'est celui d'Alexis Trouillet qui part en prêt à Auxerre en Ligue 2. Sky en PLS. Écoute, le football est mort une deuxième fois après le départ d'Urcea au mois de juin, c'est le départ de Trouillet au mois d'août. Je veux dire, c'est quand même dramatique. Ah ouais. Non, moi j'y crois même pas en le disant, tu vois, mais voilà.
Bon, bonne chose en quelques instants. On attendait, c'est vrai que là, on n'attendait plus le 30 août et on parlait plus d'Alexis Trouillet depuis bien 1 ou 2 mois sur la scène des départs. Il fallait qu'il parte. Il part dans un club historique du championnat de France qui a plutôt tendance à faire confiance aux jeunes à un niveau qui, me semble-t-il, est le bon pour lui pour faire un palier et s'exprimer. Et surtout avec un très bon entraîneur. C'est vrai, qui aime en plus amateur du jeu, donc il pourra peut-être un peu le mettre en valeur. En tout cas, bon, moi je trouve que c'est une très bonne chose un peu pour tout le monde, puis c'est sans option d'achat, donc en fonction de sa saison, on aura peut-être le plaisir de revoir Alexis Trouillet l'année prochaine sous les couleurs de l'OGC Nice. Ah bah, tu vois, ça pour moi c'est un bon prêt. Tu vois, on en parlait dans les autres émissions. Je comprends pas quand tu vas prêter des joueurs dans des championnats, encore une fois, mineurs, façon de parler, pour qu'ils s'aguerrissent, pour qu'ils aient du temps de jeu. Prête-les à des clubs de Ligue 2. Alors, pas tous les clubs de Ligue 2 veulent forcément des joueurs prêtés, etc. Mais, tu vois, Trouillet, prêté dans un club de Ligue 2, c'est Auxerre, avec un bon entraîneur, Furlan, et qui aime, comme tu disais, le jeu, etc. Il peut revenir, tu sais pas ce qui peut se passer dans la saison ou même la saison prochaine, il peut peut-être avoir sa chance parce que il a bien joué, il a joué à un niveau correct, parce que la Ligue 2 c'est un bon niveau. Exactement comme Guessant et Dacunia qui ont profité de leur prêt à Lausanne du coup pour revenir et s'installer un peu plus dans la hiérarchie du groupe pro. Ouais. Après, ça reste encore un peu faible, je trouve. Oui, tu vois, mais bien sûr, mais bon, au moins ils ont le mérite d'être dans le groupe pro et d'avoir des apparitions et plus de temps de jeu que ce qu'a eu Trouillet malheureusement depuis une saison. Tu parles justement de prêts boiteux et qui ne profitent pas forcément aux joueurs. Il y en a un qui ne partira vraisemblablement pas. C'est Robson Bambou, puisque dans la conférence d'après-match, Christophe Galtier a confirmé que c'était la fin du mercato, en tout cas du côté de la défense centrale, pas d'arrivée supplémentaire, porte fermée à certains départs dans le secteur. On sait que l'OGC Nice aurait aimé prêter Robson Bambou en Europe, malgré quelques intérêts du championnat brésilien d'où il vient. Logique, pour rejoindre ce que tu dis, le but c'était pas de le renvoyer au Brésil et du coup il aurait certes gagné du temps de jeu, mais ça n'aurait rien changé à son acclimatation en Europe. Pas de porte de sortie trouvée visiblement, même si on ne sait jamais pour la suite, mais ça fait un peu court pour se retourner. Pas de porte de sortie trouvée en Europe, c'est dommage pour Robson Bambou pour qui ça va être compliqué cette saison de gratter du temps de jeu. Peut-être nouvelle chance cet hiver de partir et de sauver sa saison. Ouais, peut-être nouvelle chance cet hiver, peut-être aussi acclimatation avec le groupe sans dire de forcément jouer beaucoup de minutes en match, mais s'acclimater à la vie niçoise, peut-être pour arriver plus tard à être au moins dans la rotation, être numéro 2 ou numéro 2, tu vois, derrière un Dante ou un Todibo, peut-être. Donc, moi, je trouve que c'est pas plus mal qu'il reste. Il se donne ses chances de se montrer avec Galtier tous les jours en vivant dans le groupe, et c'est comme ça que tu t'acclimates, je pense, le mieux réellement, surtout quand tu es un étranger et on le sait que les Brésiliens, on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast qu'on avait fait à ce sujet sur Robson Bambou, où généralement les Brésiliens, de ce que nous disait l'invité, c'était entre 2-3 ans d'adaptation vraiment pour arriver vraiment à quelque chose. Dante l'a connu aussi du côté de voilà. Enfin voilà, même les meilleurs, sans comparer Bambou et Dante, mais bon, la preuve qu'il y a quand même, c'est une réalité cette période d'adaptation. Tu changes de mode de vie total, quoi. Bien sûr. Et de football et de football aussi. Donc, on continue sur le volet officialisation, en tout cas. Ces petits poker menteurs, peut-être que ça le sera au moment où vous écouterez cette émission. C'est le départ de Miziane Maolida qui est attendu du côté du Hertha Berlin, qui normalement a passé sa visite médicale ce matin ou dans la journée. Il doit s'engager avec le club allemand. C'est un transfert définitif, ce qui est déjà une première bonne opération. Je pense que ce soit pour lui ou pour l'OGC Nice, c'est peut-être un peu inespéré. Et en plus, Sky Sports Allemagne parle d'un montant allant jusqu'à 8 millions d'euros, ce qui est quand même, après avoir la composition avec les différents bonus, mais tu récupères quasiment ton investissement pour un joueur qui n'a vraiment jamais performé, plus le marché avec le contexte Covid et tout. Ce serait une très belle vente pour l'OGC Nice. Très très belle vente. C'est période Covid, un joueur indésirable, on va dire quand même. Voilà. C'est un coup de poker monstrueux de la part de Fournier. Et franchement, là, bravo. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Bravo. Respect, parce que là, putain, c'est très très fort, quoi.
Vraiment. Voilà, on attend ce départ, mais également un autre. Bon, là, on n'a peut-être pas la destination à vous donner, ça sortira certainement dans les prochaines heures. Il faudra bien, parce qu'il n'en reste plus tant que ça d'ici la fin du mercato. C'est celui de Dan Ndoye qui est partant, c'est Christophe Galtier qui l'a confirmé également, la presse locale, en l'occurrence Nice Matin aussi. Un intérêt de plusieurs clubs, le Stade brestois, les Stacks, le FC Copenhague et le FC Bâle, notamment où évolue désormais Andy Pelmar. Pas de club défini. Alors Copenhague, c'est peut-être un choix un peu exotique, hein, sans manquer de respect à un club qui joue la Coupe d'Europe et notamment la Ligue des Champions régulièrement. Mais exotique le niveau pour Copenhague. Exotique, c'est pas forcément le soleil. C'est juste que c'est une destination où tu vas forcément moins pour un joueur francophone. Mais voilà, un club de bon niveau par rapport à ses participations en Coupe d'Europe. Après, pour ce qui est de Troyes, Brest, le FC Bâle, on est peut-être un peu plus sur le niveau de club dans lequel on l'imagine progresser. Reste à voir, par contre, et là c'est la grande inconnue, s'agirait-il d'un prêt sans option d'achat ou d'un départ, que ce soit un prêt avec option d'achat ou un transfert pour Dan Ndoye. À titre personnel, je pense que ce serait dommage de ne pas garder la main pour le récupérer à l'issue du prêt, parce que je pense qu'il a un vrai potentiel, il faut juste qu'il l'enchaîne et peut-être qu'il prenne confiance à un niveau inférieur à celui des attentes de l'OGC Nice. Mais c'est pas un joueur pour lequel c'est pas un joueur dont je n'attends plus rien en fait. J'espère quand même toujours le voir performer à l'OGC Nice. C'est un bon joueur, mais voilà, comme tu dis, il a besoin d'enchaîner un peu les matchs, de prendre la confiance, de marquer des buts aussi. C'est très important. Et je pense que moi, je le verrais bien à 3, tu vois. Un club comme Troyes, je sais pas s'ils ont vraiment besoin d'un attaquant ou d'un côté droit, mais il faudrait... À Copenhague, oui, puisque j'ai reçu pas mal de DM de supporters du FC Copenhague qui me disaient oui, il y a tel joueur qui est parti. Tu veux dire, est-ce qu'il peut jouer? Non, la merde. Non, des barbus. Donc voilà, après il y a des femmes à barbe, hein, mais bon, apparemment là c'était pas trop le délire. Donc voilà. Écoute, on va suivre ça avec intérêt dans la journée qui nous reste et voir si ce départ de Dan Ndoye se confirme. Mais bon, après, il n'y a plus trop la place devant aussi. Ce serait bien également pour lui. Avant de passer au gros morceau du mercato, on dit de l'or, bien entendu, avec le supporter pailladin que je vous tease depuis tout à l'heure. Le mec n'est pas au courant qu'il a une pression monstre sur les épaules, déjà, le pauvre. Mais voilà. On parle d'un dernier milieu offensif, ce qui serait assez logique avec les départs de Dan Ndoye et de Miziane. Un joueur offensif de plus, peut-être pas un numéro 9, mais un polyvalent qui pourrait jouer des deux côtés, par exemple, pour doubler à la fois Justin Kluivert et Calvin Stengs. On a parlé de Jovan Cabral dans la presse portugaise, le super sub du Sporting Portugal. Une piste déjà évoquée en 2019 à l'OGC Nice. 8 buts, 5 passes décisives la saison dernière. Le club lisboète en demande quand même 15 millions. Ça m'étonnerait qu'on s'amuse à remettre. Avec Juju, ça sera beaucoup moins. Ça sera 7 plus ticket resto, comme tu dirais. Voilà. Mais que ce soit lui, que ce soit Angelo Fulgini aussi, pour lequel Angers est toujours à l'écoute d'offres. Je vais te poser la question plus simplement. Est-ce que pour toi, avec les deux départs qui s'annoncent, il faut encore un joueur? Et si oui, est-ce que tu valides le profil de milieu offensif polyvalent? Je pense pas qu'il faille un joueur supplémentaire. Je pense pas, en tout cas pour moi non. Parce qu'après, à un moment donné, faut gérer un effectif avec autant de joueurs, des mecs en plus de ça. Bon, alors Cabral, je sais pas, mais Fulgini qui est titulaire indiscutable du côté de Angers, qui va se retrouver peut-être pas forcément. Comme Delors au final, hein. Enfin, c'est le même principe. Delors aussi, tu le fais venir, mais tu lui garantis pas de place de titulaire. On n'était pas là aux négociations, mais... Oui, voilà, mais l'atmosphère dans le groupe, l'entente, etc. Putain, faut gérer. Hein. C'est assez compliqué. Après, Galtier donc a pour de toi, l'expérience. Si tu avais la possibilité de décision, sur le plan des arrivées, ça serait mercato terminé. Pour moi, ça serait mercato terminé, hormis un big joueur qui t'as une opportunité de malade. Un achat de malade qui se libère au dernier moment. Ouais, parce que c'est toujours bien, on va dire. Voilà, tu sais jamais de quoi il fait, mais là, aller dénicher un titulaire comme Fulgini, par exemple, tout ça, putain, faut après gérer dans le groupe. C'est compliqué. C'est très très compliqué, je pense. Donc rien que pour ça, non, l'effectif est bien là pour le moment. Et puis dans 3 mois, tu peux faire des ajustements, on va dire. Si tu as un peu trop de blessures. Tu as Alexis Claude Maurice qui revient aussi d'ici le mercato d'hiver, qui peut un peu dépanner sur les côtés éventuellement. Donc je l'avais oublié, effectivement. Tu auras d'autres possibilités. Bon. De ce que l'on sait, le club essaye de faire ce joueur offensif en plus, et j'emploie bien essayer, parce que dans les dernières heures, il faut que ça se libère, que les clubs acceptent de lâcher. Souvent, ça se fait aussi quand même...
Ça se fait quand même aussi, voilà, au dernier moment, ça se libère d'un côté, de l'autre, donc voilà, un peu compliqué, mais écoute, on verra bien, peut-être même qu'on aura la réponse, comme je le disais, avant la publication de l'émission. Mais maintenant, on va parler d'Andy Delors. Du coup, c'est quand même le gros morceau, la grosse arrivée du week-end. On va en parler un peu plus en détail avec notre invité de allezpayade.com, c'est Pierrick. Salut Pierrick, comment ça va? Salut, ça va plutôt pas mal. On digère tout doucement le départ d'Andy, mais on reprend doucement nos esprits. Bon, ça rentre cash dans le tacle là, parce qu'on a suivi ça de loin. On a vu que ça avait été un peu compliqué du côté payadin, ce départ du néo-capitaine en plus, mais on en parlera un peu plus tard. Est-ce que tu nous parlerais pas de toi déjà, et de allezpayade.com notamment, pour lequel tu contribues? Oui, voilà, donc moi je suis rédacteur sur allezpayade.com, donc c'est le premier site non officiel autour de l'actualité du Montpellier Hérault. Donc voilà, je suis un des rédacteurs quotidiens du site, et c'est vrai que là, en cette période de fin de mercato, on a explosé nos chiffres avec toutes ces rumeurs de départ, surtout nous concernant. Mais voilà, ça fait 4-5 ans maintenant que j'écris sur le site, et je prends toujours autant de plaisir, même si l'actualité est un petit peu morose en ces temps de mercato. Oui, là, forcément, entre Ouais. Delors et puis Gaëtan Laborde aussi, qui C'est ça, devrait suivre. Là, je pense que dès qu'on aura terminé l'enregistrement de cette émission, tu iras resuivre ça de plus près, parce que c'est ça. dans ces dernières heures, ça change très très vite d'un côté ou de l'autre. Mmh. Mais pour en revenir du coup à son ex, désormais compère d'attaque, Andy Delors, et nous, on a eu le plaisir de l'accueillir ce week-end officiellement, pour une somme qu'on n'a pas encore mentionnée dans cette émission, qui est quand même assez sujette à débat. Nice Matin parle de 8 à 10 millions. L'équipe est un peu plus précise sur le montage financier. Ce serait 6 millions d'euros fixes et 2 millions d'euros de variables. Je ne sais pas si toi, tu as un peu plus du côté de la presse, du coup, peut-être de Midi Libre ou de votre presse locale, d'informations là-dessus. Mais peut-être, Il y a je pense pas que dans tous les cas, ça fait quand même mal au cœur de devoir partir Ça pour... fait moins de 10 en tout cas. voilà. Voilà, en tout cas, voilà, ce qu'on va retenir, c'est qu'il part pour moins de 10 millions, et que c'était la barre qui était annoncée par Laurent Nicolin à travers les médias régionaux, et c'est une barre qui n'aura pas été atteinte. Une barre déjà qui nous semblait assez faible au regard des dernières saisons d'Andy. Parce que voilà, il sort de 3 saisons abouties chez nous, où il n'a jamais autant performé en Ligue 1 à ce niveau-là que chez nous, et donc le voir partir voilà, pour une somme à un seul chiffre, ça nous fait un peu mal au cœur, au-delà de toute l'affection qu'on pouvait lui porter. On parle d'un attaquant qui est pas encore trentenaire et qui met sa quinzaine de buts en Ligue 1. Donc quand on voit par exemple le Bordelais Wang qui va partir pour 14 bâtons, on peut se questionner, même si évidemment il y a d'autres variables qui entrent en jeu, comme l'âge, le jeune âge de Wang, et celui un peu plus avancé d'Andy, puisque je ne sais pas s'il y aura une revente, mais c'est moins probable que pour le Bordelais. Montage ou quoi, ouais. Mais voilà, il avait encore un contrat assez long, je crois, Delors, si nos chiffres sont exacts, il Oui, était c'est vrai sur que contrat jusqu'en c'était pas juste 2024. pour une année de contrat. Ce qui aurait pu expliquer Voilà, c'est ça. que du coup, tu prends pas le risque de le voir partir libre dans 6 mois. Voilà. Et du coup, Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris, même si au final c'est la manière la manière en fait, plus du départ, que au final tout le reste est passé un petit peu au second plan. J'ai l'impression, en tout cas au vu des commentaires, même si évidemment il y a eu des commentaires un petit peu acides concernant le tarif. C'est quand même quelque chose qui passe au second plan, puisque l'information principale, c'est le départ d'Andy Delors. Mais c'était obligé de vendre un joueur de toute manière pour côté Montpellier, pour revenir Oui, dans l'équilibre. oui, c'était annoncé. On le savait très bien déjà que Gaëtan Laborde a une bonne sortie depuis l'an dernier, qu'il aurait même pu utiliser le mercato dernier, je veux dire. Mais il n'y avait pas eu les offres attendues, comme lors de ce mercato d'ailleurs, où on attend encore des offres qui soient qui atteignent les montants espérés par le président. On voit que là, on a encore refusé une offre du Stade Rennais pour Laborde. Donc, est-ce que ça a joué? Peut-être, mais jamais on aurait pensé en tout cas
que Andy Delors soit sacrifié pour ça, mais on n'a pas l'impression, en tout cas au vu de ce qui sort, que c'est l'argument premier en fait. Et on a plus l'impression que c'est une volonté du joueur que du club, parce que voilà, le départ de Laborde est accepté par l'ensemble de la communauté payadine, et celui d'Andy un peu moins. Est-ce que, avant de parler du terrain et de revenir sur ces 3 saisons, comme tu dis, autour d'une douzaine ou d'une quinzaine de buts, c'est vrai que c'est ses 3 meilleures saisons de sa carrière, hein. De toute façon, Delors, c'était jusque-là quand même un attaquant qui était un peu irrégulier, qui avait du mal à s'imposer, que ce soit au Mexique ou dans les clubs qui faisaient un peu l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2. Mais revenons sur le contexte de ce départ. Du coup, c'est vrai que il avait été nommé capitaine très récemment. Il avait certes changé d'agent. On sait que dans la boîte d'agents qui gère ses intérêts, il y a aussi la famille de Christophe Galtier. Donc forcément, en plus, ça prête quand même un peu ça porte un peu au complotisme, et on peut le comprendre. Mais c'était effectivement pas attendu par rapport à ses déclarations sur le Montpellier Hérault, par rapport au fait qu'il avait récupéré le brassard très récemment. Est-ce que tu peux nous refaire un peu... Alors j'ai vu que certains de tes collègues Twitter avaient fait un thread avec les déclarations d'Andy Delors depuis 1 an et demi sur Montpellier, mais sans être aussi exhaustif, est-ce que tu peux nous refaire un peu l'historique, qu'on comprenne mieux pourquoi vous vivez vraiment ça comme une trahison? C'est pas juste le départ de votre meilleur joueur, ce qui chagrine n'importe quel supporter, on l'a tous et toutes vécu, je pense, mais là il y a en plus un contexte et une façon, comme tu le disais, qui laisse quand même un goût amer dans la bouche. Bien sûr, parce que Andy Delors, c'est un joueur qu'on est allé chercher à Toulouse et qui était à ce moment-là dans un très très grand inconfort. Et on l'a sorti de la panade de ce côté-là. Moi-même, j'étais très sceptique quand on a signé ce joueur. Donc c'était tout d'abord sous la forme d'un prêt, mais avec une option d'achat quasiment obligatoire. Et évidemment, il a bluffé tout son monde, parce que voilà, quand il signe chez nous, c'est un joueur qui a été toujours très instable avant d'arriver chez nous, qui est resté très peu de temps dans ses clubs. Et donc le voir arriver auprès de son entourage et tout, c'était de prime abord pas forcément quelque chose de positif pour la majorité des supporters. Et au final, il nous a cloué notre bec, hein. Ça c'est clair et net. Il a surpris vraiment beaucoup de monde. Il a sorti une première saison superbe, et avec déjà des premières déclarations sur son amour pour le Montpellier Hérault, et qu'il était très reconnaissant envers le président, parce que de l'aveu lui-même du joueur et du président, c'est un transfert qui a été forcé par Laurent Nicolin, parce que beaucoup de monde au sein du MHSC n'en voulait pas. Donc le président a vraiment forcé pour que ça se fasse, et ce fut une excellente décision. Et donc voilà, il a enchaîné avec une deuxième très bonne saison qui l'a conduit également à rejoindre l'équipe nationale d'Algérie, avec laquelle il a été champion d'Afrique. Et voilà, et même dans ces moments-là, il avait toujours des mots pour le Montpellier Hérault et son président, en disant que il y avait aussi une grande part de responsabilité, et que c'est aussi pour ça qu'il était attaché au Montpellier Hérault à vie. Et il y a forcément eu des déclarations qui aujourd'hui sont malheureuses, parce que c'était des promesses sur des durées très longues, hein, parce qu'il disait espérer porter le brassard pour l'entrée dans le nouveau stade. Le nouveau stade, on n'a pas encore posé la première pierre, donc on n'est pas prêt d'y entrer, et pourtant il faisait cette promesse-là de rentrer dans ce stade avec le brassard qu'il avait hérité cette saison, hein, mais qu'il a déjà porté en l'absence de Vittorino Hilton. Donc voilà, toutes ces belles promesses sur du long terme en plus faisaient croire que c'était un joueur qui tout simplement ne quitterait jamais plus Montpellier et sa région natale. Donc voilà, c'est pour ça, voilà, pour expliquer à vos supporters pourquoi on le prend si mal. Parce qu'évidemment que le projet niçois est supérieur à celui du Montpellier Hérault, ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
quand je vois certains dire qu'on renforce un concurrent, ça me fait un petit peu rigoler parce que je pense pas qu'on boxe dans la même catégorie quand même. Au niveau classement, ces dernières saisons, on s'est battu jusqu'au bout Oui, bien sûr. avec vous, avec Rennes dans ce top 8. Après, les ambitions Voilà, sont certes pas les mêmes exactement, c'est aujourd'hui. ça, voilà. C'est-à-dire que nous, on a toujours eu ce profil, en tout cas depuis qu'on est remonté dans l'élite et puis après le titre de champion de France, on a toujours eu depuis qu'on s'est sorti un petit peu de quelques saisons galères où on a un petit peu flirté aussi avec le maintien, on a eu ce rôle sous Michel Derzakarian principalement d'être un petit peu les troubles faites et d'être d'être dans les 7-8e et d'attendre le coup de mou d'une des grosses cylindrées ou en tout cas plus grosse cylindrée que la nôtre. Avec malheureusement peu de réussite parce que la seule fois où on fait 6e, Paris ne gagne pas les coupes et du coup c'est pas européen. Donc les ambitions de Nice, évidemment, elles sont tout autres. Hein. Elles sont d'accrocher ces places européennes sans attendre le faux pas d'un adversaire. Aujourd'hui, c'est la réalité des objectifs des deux clubs. Donc évidemment que le voir rejoindre l'OGC Nice n'a rien d'infamant d'un point de vue sportif. Mais voilà, c'est toutes ces belles paroles qu'il y a eu avant. Cette absence de communication aussi de sa part qui vraiment, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes parce que si je pense qu'il avait pris le temps d'expliquer que qu'il avait des ambitions élevées et qu'il ne pensait pas qu'à Montpellier c'était possible de les réaliser. Il a 29 ans, c'était le moment de Voilà, signer le gros contrat après pas mal d'années galères. Enfin, bien sûr. Je peux tout entendre quand on te le dit. On aurait pu tout entendre et c'est vrai que cette absence de communication qui fait mal parce que il y a parlé du trade tout à l'heure de PEC MHSC qui est un excellent compte à suivre sur Twitter, même si vous supportez pas Montpellier, je vous le recommande, qui a fait ce trade là et il y a une vidéo dans ce trade qui date d'il y a 2 mois, je pense, même pas, enfin c'était à la reprise, et Delors parlait d'entendre une musique européenne à la Mosson. Donc vraiment, il y a quelque chose vraiment qu'on comprend pas, parce que c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup dans les médias et sous toute forme de médias, et qui est là, on ne l'entend plus. Voilà, avant Marseille, il a fait la conférence de presse d'avant-match et il était très déterminé. Il a parlé encore une fois de jouer l'Europe. C'était un des joueurs les plus ambitieux de l'effectif et un des rares à afficher cette ambition-là d'aller jouer le top 6. Donc voilà, et puis quand les premières rumeurs sont apparues, on l'a plus entendu. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est que peut-être qu'il s'est vu qu'il était seul dans l'effectif à avoir cette ambition-là, quoi. C'est peut-être ça. Peut-être, c'est possible, et je suis totalement prêt à l'entendre parce que moi, quand j'entends les autres joueurs dire qu'il faut se cacher, tout ça, vraiment, je supporte pas ça. Donc c'est soit on sait qu'on a la qualité et on le dit, et parce qu'il n'y a rien d'infamant à le dire et de pas y parvenir parce qu'il y a plein d'impondérables dans une saison. Soit on ne dit rien, mais alors dans ce cas-là, on se met d'accord parce que d'entendre deux voix s'élever et ne pas dire la même chose, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais là encore, Andy aurait pu communiquer là-dessus. Et je suis persuadé que son transfert se serait beaucoup mieux déroulé, et pour lui et pour la communauté MHSC. De la même façon que finalement le départ de Laborde est plutôt bien accepté parce que il avait ce bon de sortie, c'était prévu depuis longue date. On va repasser au terrain, hein. On sent forcément que c'est l'émotion, sans tout à fait comparer les deux joueurs. Moi, le discours, ça me fait penser à un mec comme Mario Balotelli quand il est passé à Nice. Tu vas le chercher à la cave, ça devient un peu la star de l'équipe qui te porte vers des objectifs que tu ne pensais pas forcément atteindre, en tout cas qui te font rêver à des objectifs que tu n'as pas forcément trop connus dans ta vie de supporter, et dès qu'il y a l'occasion de se barrer quelques centaines de kilomètres et de jouer du coup dans le club d'en face, il te pisse un peu dessus. Donc c'est vrai que c'est dommage. Enfin, c'est dommage, et sachant qu'on peut, comme tu le dis, tout comprendre avec un peu de communication, je pense qu'il aurait dit qu'il avait envie de se donner la chance de jouer la Coupe d'Europe une fois dans sa carrière, ou il y avait plein d'arguments qui auraient pu être entendus par la communauté payadine. Mais du coup, pour reparler terrain, c'est 3 saisons à un niveau très très élevé. C'est surtout un peu le symbole du 4-4-2, ce duo avec Gaëtan Laborde. Vraiment, c'est un système que nous on a adopté cette année avec Christophe Galtier. Du coup, ce système à 2 attaquants, c'est peut-être pour ça aussi que l'OGC Nice a fait le forcing pour lui. C'est un joueur qui connaît ce système, qui le maîtrise. Alors peut-être que l'entente avec Dolberg ou avec Guiri sera pas la même qu'avec Laborde, mais en quoi en fait Andy Delors est un si bon joueur pour jouer à 2 pointes? Est-ce qu'il profite du coup du dézonnement de
de Laborde. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nous qui n'avons pas vu au quotidien les matchs du MHSC? C'est un joueur qui est très polyvalent, à mes yeux en tout cas, qui a énormément de qualité et qui s'est très bien fondu aussi dans le 4-3-3 instauré par Michel Darzacarian, avec Laborde réellement excentré sur l'aile. C'est aussi le schéma avec lequel on a démarré cette saison avec Olivier Dalloglio. Et avec lui donc qui occupe l'axe, mais qui est capable aussi, de par son profil, voilà, d'opérer beaucoup de permutations au cours de match. Donc que ce fut avec Stéphie Mavididi ou Gaëtan Laborde, il y a eu beaucoup de permutations. Je ne sais pas s'il y en aura autant avec le 4-4-2 de Christophe Galtier, mais en tout cas, oui, bien sûr, il a les qualités pour évoluer dans beaucoup de schémas, dont le 4-4-2. C'est un joueur qui cherche beaucoup la passe aussi. Donc, on parle beaucoup de ses buts, mais l'an dernier, il fait une saison à 10 passes décisives en ratant 8 matchs de championnat. Donc voilà, c'est un joueur qui est très, très, très altruiste, même si parfois on a l'impression qu'il joue un petit peu la tête dans le guidon. C'est aussi d'ailleurs ce qui fait sa force, hein, cette hargne de toujours aller plus loin et d'aller marquer. Mais voilà, il a cette capacité aussi à lever la tête quand il le faut. Il a une très bonne qualité de passe, très bonne qualité de centre, mais beaucoup de centres à Andy. Donc je pense s'il a la possibilité, sous les ordres de Christophe Galtier, voilà, de dézonner un petit peu de sa position initiale et d'aller rôder un petit peu plus autour de la surface pour centrer. Ça pourra aussi être très intéressant avec Dolberg. En tout cas, c'est des choses que j'imagine. Et voilà, il a un très bon extérieur du pied. Ça, c'était son geste fétiche. La spéciale, c'est ça. Ouais, c'était la spéciale Andy, ça, voilà, sur le côté gauche souvent, et centré extérieur pied droit pour Laborde. C'est quelque chose, voilà, qui faisait souvent, en tout cas, ces deux-là sous nos couleurs. Donc, je pense évidemment que Andy Delort est une excellente recrue pour le plan de jeu de Christophe Galtier. Ok. Et par rapport à la gestion du groupe et de l'effectif, nous, ce qui nous a surpris, alors on prend, hein, bien entendu, Andy Delort par rapport à toutes ces qualités que tu as citées et le nombre de buts marqués, mais il arrive quand même derrière un duo d'attaque Dolberg-Gouiri qui va être difficile d'aller déloger. Gouiri qui est sur une pente ascendante et qui sort d'une excellente saison. Dolberg sort d'une saison un peu plus compliquée, mais d'un très bon Euro, puis qui a un peu ce statut quand même aussi d'international qu'il va falloir sortir. Est-ce que toi, tu le vois aussi quand même accepter un peu c'est de la concurrence, le meilleur joueur, bien entendu, Ouais. mais accepter d'avoir peut-être moins de temps de jeu qu'à Montpellier, surtout une année où il n'y a pas encore la Coupe d'Europe à Nice. C'est vrai qu'il a fait un choix qui est pas facile sportivement, parce que voilà, il va pas dans un club où sa place est assurée. Ça m'inquiète pas pour lui, parce c'est quelqu'un de très déterminé. Donc après, la question, ce sera de savoir comment il vit son éloignement de sa région natale, parce que c'est en tout cas le discours qu'il tenait, que c'était très important dans son équilibre durant ces 3 années à Montpellier. Donc à voir comment il gère ça. Après voilà, moi je pense qu'il a la mentalité en tout cas pour faire face. On sait aussi que Christophe Galtier, c'est quand même un adepte du turnover, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe à Nice cette année. Je pense qu'il aura en tout cas l'occasion de se montrer. Et voilà, je me fais pas trop de doutes sur le fait qu'il va saisir sa chance. Après, voilà, je pense que là, il y a 3 joueurs de très bon niveau pour 2 places. Donc voilà, il va falloir dispatcher un petit peu les temps de jeu, mais je suis plutôt confiant pour Andy Delort. C'est bien, il va pousser sur le banc Dolberg. Oh, arrête avec ça. Voilà, À voir, parce que le truc, oui, c'est que Amine Gouiri est très très prometteur et il affiche un niveau de jeu vraiment vraiment impressionnant en ce début de saison. Mais quand j'imagine voilà, un duo avec Delort, je sais pas pourquoi, mais j'imagine plus Dolberg pour voilà, profiter de cette qualité de passe qu'a Andy. Mais Delort-Gouiri, c'est tout aussi séduisant, évidemment. je pense qu'on a l'embarras du choix là quand même, Oui. avec ces 3 attaquants, hein, qui vont Ouais. désormais évoluer sous les couleurs de l'OGC Nice. Pierrick, je te remercie pour ton passage dans l'émission. Je pense que tu nous as Avec vraiment grand plaisir. éclairé le plus possible sur la dernière recrue de l'OGC Nice, en attendant de voir, parce que toi, comme
voilà, comme nous, on attend ces dernières heures du mercato de voir si ça va encore bouger. Prochain match pour l'OGC Nice, c'est le dimanche 12 à 17h. Ce sera à Nantes, au stade de la Beaujoire, du coup, pour voir si l'OGC Nice continue sa folle série de début de saison, toujours invaincu et toujours aucun but encaissé. On souhaite à Montpellier une excellente saison. Bon, si cette fois on pouvait terminer un peu devant vous, 2-3 places au-dessus, ça serait bon signe, mais on espère quand même malgré tout que avec la perte d'Andy Delors et s'il y a aussi perte de Gaëtan Laborde, bah, vous puissiez rebondir quand même et ne pas passer une saison galère juste pour des histoires d'argent. C'est quand même dommage. On sait qu'il y a des fins de cycle de toute façon qui existent, mais voilà, c'est quand même dommage de devoir attendre en fait le dernier jour pour te retourner et puis te projeter sur la saison suivante. Brice, je te remercie aussi d'avoir été dans l'émission, du coup, comme d'habitude, mais merci d'être là. On va de notre côté partir un peu en trêve. Bon, on va, rassurez-vous, continuer les émissions avant Tinissa. On fera notre bilan du mercato avec les derniers mouvements qui vont arriver dans les prochaines heures, et puis on reviendra également pour notre avant-match de Nice-Nantes. Ce sera, voilà, encore une fois, le 12, donc deux petites émissions, je pense, là, dans les 15 jours à venir. Ça nous occupera en attendant le retour au terrain. D'ici là, portez-vous bien et Issa Nissa.